Salut! Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, la première du genre, puisque c'est vous qui allez décider des questions, c'est vous qui me les avez posées sur les différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre. Allez, c'est parti! Et oui, une vidéo foire aux questions, c'est la première du genre, c'est toi qui as décidé des questions auxquelles j'allais répondre. Alors les questions, j'en ai quelques-unes en stock, 17 pour être exact, elles sont sur différents thèmes, différents sujets. On va parler d'hébergement, on va parler du vélo, du matériel, de la pratique du vélo dans un ordre un peu plus général, de la mode un peu plus particulier sur certains aspects. Bref, tout un tas de sujets différents, et si tu as des questions qui te viennent en tête, n'hésite pas à les marquer en commentaire, je les note et ça sera l'occasion d'y répondre lors d'une prochaine vidéo foire aux questions. Si ce format te plaît, pourquoi pas le continuer en 2023, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Avant de commencer aussi, je voulais juste préciser quelque chose. Les réponses que j'ai amenées, ce ne sont pas des réponses universelles, ce n'est pas la vérité bien sûr, ce sont juste des réponses basées sur mon expérience, sur mon opinion, sur mon ressenti. Donc un point de vue très personnel, tu m'as demandé mon avis, eh bien je vais te le donner. Première question de Colin Macré 16. Comment entretiens-tu ton vélo pendant tes voyages? Je pense à la chaîne, dégraisser, nettoyer, lubrifier. Alors, c'est une très bonne question parce que quand on part en voyage à vélo, on parle souvent du corps humain, de la fatigue, des douleurs que l'on peut entendre ou percevoir, mais il ne faut pas oublier bien sûr sa monture, le vélo, puisque c'est lui qui va t'amener au bout du monde. Alors, comment faire? Effectivement, on peut déjà l'écouter, ce vélo, voir s'il y a des bruits, si on a des sensations différentes, si, on voit que quelque chose ne marche pas comme d'habitude. Donc effectivement, c'est important d'entretenir son vélo en cours de voyage. Alors il y a des choses qu'on peut faire de manière assez fréquente, comme par exemple vérifier la pression de ses pneus. Ça, c'est quelque chose qui est simple à faire, soit avec ta pompe, soit dans une station de gonflage, dans un atelier. Tu peux aussi vérifier le serrage de tes vis assez fréquemment parce que c'est vrai qu'en roulant, avec les vibrations sur les chemins par exemple, tu as certaines vis qui vont pouvoir se desserrer. Donc là, pareil, si tu as quelques clients qui traînent avec toi, tu peux essayer de resserrer ça, de vérifier, ou alors tu t'arrêtes dans un atelier et en principe, ça sera fait facilement, on te prêtera des outils. Après, pour ce qui est de la transmission, puisque c'est vrai que c'est quand même l'organe essentiel, principal du vélo, le plus important, le plus fragile aussi peut-être, effectivement, il y a une attention particulière à y apporter. Quand tu vas pédaler de longs jours de suite, par exemple dans la poussière ou sous un temps humide avec de la boue, il ne sera pas rare d'avoir une chaîne qui va s'encrasser, qui va se salir. Tu sais, des fois former cette sorte de cambouis qui est ni plus ni moins qu'un amas de poussière sur la graisse que tu as mis sur ta chaîne. Ça, effectivement, il faut bien veiller à ça. Parce qu'en fait, ta chaîne, quand elle va être comment dire, qu'elle va être sale, elle va user de manière plus prématurée les dents de tes vitesses, de tes plateaux. Donc il faut vraiment regarder ça. Alors bien sûr, moi pour ma part, je ne pars pas systématiquement avec une burette d'huile, une bombe de dégraissant pour nettoyer ma chaîne à vélo. Ce que je fais, quand c'est des voyages courts, évidemment, je prends soin du vélo avant de partir. Donc je fais vraiment la totale, je dégraisse, je lave le vélo, je le sèche et puis je repasse un coup de lubrifiant sur la chaîne. En voyage à vélo, c'est vrai que c'est un peu différent. Ce que tu peux faire parfois, c'est déjà aller dans une station de lavage pour les voitures, passer un coup de Karcher au vélo et ensuite, si tu n'as pas de lubrifiant avec toi, c'est aller dans un atelier vélo, un petit garage et demander si c'est possible de mettre un coup d'huile. Je l'avais fait de mémoire à plusieurs endroits. Ce qui me vient en tête là, c'est durant la Flow Vélo, où un jour était très boueux, je m'étais arrêté dans un garage à Saintes, et il m'avait filé une petite burette d'huile, je l'avais mis, il ne m'a même pas fait payer. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte, tu as raison. Question de Yakovaik3511. Salut Gaëtan, je regarde tes vidéos et je me demande pourquoi tu fais beaucoup de voyages à vélo en France et si peu à l'étranger. Par manque de temps, même si je sais qu'il y a des coins sympas en France. Alors oui, c'est vrai que tu as remarqué qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui sont faites en France. Effectivement, à l'étranger, tu as dû trouver sur ma page que le voyage de Compostelle qui finit en Espagne, ou Amsterdam-Paris où on était passé par les Pays-Bas et la Belgique. Les autres vidéos sont effectivement tournées en France, tout simplement pour plusieurs raisons. Mais déjà, la France, c'est un grand pays, il y a plein de choses à voir, plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Et même, il y a des endroits proches de chez soi, à côté de là où tu habites,
que tu ne connais pas toi-même, que tu vas découvrir, et ça je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi autre chose, c'est que tu as des coins touristiques pas très loin de chez toi, des sites remarquables qui sont très fréquentés l'été, et en fait, on va avoir tendance du coup à ne pas y aller à ces endroits-là, à les délaisser, alors que par définition, c'est quand même des endroits très sympas. Et du coup, c'est vrai que hors saison, j'aimais bien aller y faire des sauts à vélo dans ces endroits-là pour profiter quand même de ces lieux, le monde en moins, bien sûr. Après, donc, je te l'ai dit, la France regorge de plein de régions différentes. Il y a une faune, une flore, un climat, une géologie différente partout où on peut aller. Et il y a énormément de coins encore que je n'ai pas visités et que j'aimerais découvrir à vélo. Tout l'est de la France, les Alpes, le sud-est, le nord. Enfin, j'en zappe, mais il y a énormément d'endroits où j'aimerais aller. Évidemment, c'est vrai que bien sûr que j'aimerais aller pédaler à l'étranger, découvrir la route de la soie, aller pédaler en Afrique, ça c'est des trucs que j'aimerais bien faire, mais j'ai quand même quelques obligations en France. Par exemple, le travail, bien sûr, il faut quand même faire rentrer des sous, donc ça c'est important. J'ai d'autres obligations familiales puisque je suis avec ma compagne, on a quand même des crédits aussi à rembourser pour la maison, pour tout un tas de choses, comme tout le monde. Donc ça, il n'y a pas le choix. Et puis il y a aussi un petit dernier truc, tout léger, c'est qu'au mois d'avril, j'ai eu une petite fille. Donc, tu comprendras que tout naturellement, je ne peux pas aller à l'autre bout du monde. Je suis à la maison pour m'occuper d'elle, la voir grandir. Et peut-être que je lui transmettrai cette passion du voyage à vélo et qu'on pourra partir ensemble découvrir le monde. On verra ça plus tard. Allez, question de Pierre Ranieri. Comment se préparer pour grimper des cols avec un vélo de randonnée? Alors Pierre, je sais que tu es quelqu'un qui pratique beaucoup le vélo. Tu as voyagé déjà pas mal en France, de nombreuses reprises. Donc tu sais de quel effort on parle. Pour répondre d'une manière générale, pour que tout le monde puisse bien comprendre, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face en fait, c'est que monter des cols, c'est pas facile. Personne ne peut partir du jour au lendemain et aller traverser la chaîne des Alpes comme ça facilement les doigts dans le nez. En fait, monter un col, c'est un effort qui est quand même soutenu, d'autant plus quand on a un vélo lourd avec des sacoches, qu'on a la fatigue des jours précédents aussi de voyage. Donc tout ça fait que c'est pas évident. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, quand j'avais fait la traversée des Pyrénées à vélo, alors vous savez que j'aime bien préparer mes voyages à l'avance, et je m'étais fait des petits topos sur un roadbook, en fait. Je m'étais, par exemple, téléchargé les profils des différents cols que j'allais monter. Alors, tu peux trouver ça facilement sur Internet, hein. Je crois que tu as le site Col Cyclisme qui en dispose de pas mal. Et en fait, ces images-là, ces profils-là, ça indique le kilométrage, la pente. Et c'est bête, mais le soir, avant de m'endormir, tu vois, je regardais ce qui m'attendait le lendemain, et mentalement, en fait, je me préparais à ce que j'allais devoir franchir. Je savais du coup dans quoi je m'engageais. Et je trouve que c'est important de savoir ça, parce que par exemple, un col pyrénéen classique, on va dire, qui fait 13-14 km à 6-7% de moyenne, tu sais que tu vas partir pour 1h30, 2h, 2h30 d'effort. Donc dès que tu arrives en bas du col, voilà, tu sais que tu as cette durée qui t'attend devant toi, que tu vas en baver, mais c'est comme ça. Et aussi, la chose qui est importante, c'est de ne pas se cramer. C'est-à-dire, même si tu as les jambes, même si tu te sens en forme, 2 heures d'effort, ça ne sert à rien de partir la tête dans le guidon dès le pied du col. L'essentiel, en fait, c'est de trouver très rapidement le bon braquet, ton rythme, quitte à mouliner beaucoup, parce que les vélos de voyage ont des développements qui permettent de mouliner beaucoup sans forcer. Bon, tu n'avances pas beaucoup, mais à la limite, c'est pas très grave. Moins tu forces pas. Et une fois que tu as trouvé ton rythme, voilà, il faut laisser passer le temps, et puis tu peux regarder les paysages, tu peux discuter avec les gens que tu dépasses ou qui te doublent, et en avant. Cette préparation en fait mentale, moi je trouve qu'elle est très importante, parce que quand je sais que j'ai un obstacle comme ça à franchir, je m'y prépare, je me conditionne à le franchir, et ça ne me fait rien. Évidemment que c'est pas la tête qui appuie sur les pédales, c'est les mollets, donc il faut pas se cramer, mais je pense que la tête, il fait aussi pour beaucoup. Bon, et puis un truc qui peut être pas mal aussi pour t'aider à monter ces cols, c'est que dans les Alpes, dans les Pyrénées, au Ventoux, dans pas mal de grands cols, tu as des panneaux tous les kilomètres qui t'indiquent le pourcentage et qui t'indiquent surtout où tu te situes dans le col. Donc ça peut permettre aussi de se projeter sur ce qui reste devant,
Moi, je sais que du coup, c'était toujours le petit jeu, tu vois, d'essayer de voir, d'apercevoir le prochain panneau en me disant, allez, c'est bon, il n'est pas loin, il me reste 8, 7, 6, 5, 4, et puis ainsi de suite. Donc, ça te donne des étapes, tu sais, un petit peu le dénivelé qui t'attend sur le kilomètre qui arrive. Par contre, il y a un petit piège, c'est tu as certains cols où tu aperçois le sommet du col, alors qu'en fait, la route, elle va zigzaguer, serpenter jusqu'en haut, et il te reste en fait peut-être 3, 4, 5 km avant d'arriver. Et ça, je trouve que c'est terrible, quoi, de voir l'arrivée alors que t'es pas du tout prêt, toi, d'y être, ça fait un peu mal à la tête. Question de Stéphane Bon, Valmanté, ceci est une jupe et projet Végodyssée. Alors j'ai regroupé 4 questions parce qu'elles sont sur le même thème. Les questions sont les suivantes. Pour un voyage à vélo, privilégies-tu les réservations à l'avance, chambre d'hôte, camping, hôtel ou au jour le jour? Réserves-tu tes hébergements longtemps avant ton voyage ou en milieu de journée? Combien de temps pour trouver les hébergements? Quel budget moyen? Et enfin, quel type d'hébergement choisis-tu? Alors oui, vous avez été plusieurs à me poser cette question de l'hébergement parce que c'est une question qui est quand même importante. Et en fait, ma réponse, elle va dépendre du type de voyage parce que je ne voyage pas de la même façon quand je pars pour 2-3 jours, peut-être même une semaine, que quand je voyage, par exemple, 3 semaines ou un mois. Tout dépend du mode d'hébergement que je vais choisir. Si je choisis par exemple de prendre mon matériel de camping, la tente, le réchaud et tout ce qui va avec, là forcément c'est pour faire du camping ou du bivouac. Alors, bivouac, forcément il n'y a pas besoin de réserver, hein, tu t'installes là où tu veux, enfin là où tu peux surtout. Par contre, en camping, c'est un peu différent. J'essaye de regarder, en fait, alors, un peu à l'avance, c'est-à-dire la veille, par exemple, ou au départ du voyage, mais que sur les premiers jours, forcément. J'essaye de regarder pour faire en sorte que mes étapes tombent dans des zones déjà où il va y avoir des campings. Si je me dis qu'une étape doit faire 70 km et que, en regardant sur Google Maps, il n'y a pas un camping à moins de 20 km aux alentours, évidemment que je vais modifier mon étape pour poursuivre ou retarder mon arrivée au niveau d'une zone où il y en a. À partir de là, je vais regarder aussi les tarifs des campings parce que il y a des campings que j'essaie d'éviter, les campings énormes, ceux avec les grands toboggans, là, vous savez, les campings avec les piscines, les centaines de mobil-homes et compagnie. Ça, c'est pas trop pour moi. J'essaie de trouver des campings beaucoup plus petits, campings municipaux, pépères, avec pas trop de monde, des emplacements ombragés. Et voilà. Alors, j'essaie de regarder sur Internet pour voir le prix parce que ça, c'est pareil. Pour moi, payer un camping plus de 13 euros, 14 euros grand maximum pour une personne seule, un vélo et une tente, ben moi c'est hors de question que je paye plus que ça. Et déjà 13 euros, je trouve que c'est assez cher. C'est voilà, c'est un petit carré d'herbe que l'on demande avec une tente. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de. Enfin, voilà, je ne demande pas d'activité, de concert, de toboggan. Donc j'essaie de payer le moins possible. Pour l'électricité, j'en parlerai dans une autre question qui est un petit peu plus loin de la vidéo. Donc ça, pour les campings, j'essaie de faire vraiment au jour le jour et je ne réserve jamais. Je me présente au camping et en principe, il y a toujours une place, je n'ai jamais été refusé. Quand je suis sur un voyage différent et que par exemple je décide de loger dans un gîte, un Airbnb ou voire un hôtel, pourquoi pas, là c'est vrai que j'essaie de réserver à l'avance pour ne pas me retrouver coincé parce que si tu n'as pas de solution de repli, c'est un peu embêtant. Donc là, quand c'est des voyages de 2-3 jours, par exemple, je réserve à l'avance. Hein, forcément, je cale mes étapes en fonction du logement. Sur des voyages plus longs où il m'arrive parfois, même quand j'ai l'attente, de vouloir me faire une nuit au chaud, au sec, sur un matelas, un truc confortable, ça, je ne réserve pas forcément à l'avance. Par contre, je regarde en cours de route. Voilà, pour trouver les hébergements, c'est pas vraiment quelque chose qui me prend beaucoup de temps parce que quand je vais dans un gîte, dans un Airbnb, j'essaye pareil de trouver une chambre ou quelque chose qui coûte pas trop cher, 40 euros, 45 euros maximum. Pareil, pour juste y passer la nuit, j'ai pas besoin d'un grand écran plat, d'un bain à remous et compagnie. Bon, il me faut juste un lit, une douche et puis je suis content, ça me suffit. Après, chacun est libre de voyager à sa façon et moi je comprends qu'il y en a qui veulent absolument être au chaud tous les soirs, dormir à l'hôtel ou dans une auberge avec un petit peu de confort. Donc pour le budget, chacun est libre de faire comme il veut. Moi je te dis, si je voyage en camping, ce sera entre voilà, 8, 10, 13 euros maxi. Et puis si je voyage sur du Airbnb par exemple, j'essaie de trouver 40, 50 euros max. Question de Amidash Fouad 9108. J'aimerais savoir pourquoi tous les gens qui voyagent à vélo défendent les centres de vélo de course. Moi j'ai un guidon d'un vélo de ville et je le trouve très confortable dans les grandes distances. Alors,
Il y a une partie de la réponse dans ta question, c'est-à-dire qu'il y a énormément de types de cintres différents. Et celui qui est le mieux, en fait, ben, c'est celui qui te convient à toi. On est tous différents, on a tous une physionomie différente, une taille. Et puis, le confort, c'est quelque chose de très personnel. Donc, du moment que tu trouves un cintre qui convient à ta position, ben, c'est parfait, c'est super. Peu importe quelle soit la marque, hein. Peu importe quelle soit la mode ou ce que tu peux voir ailleurs, si toi, ça te convient, très bien. Je pense que la référence dont tu parles, c'est les vélos gravel qu'on voit de plus en plus avec les cintres un peu à la façon vélo de route, vélo de course. Ça, j'y reviendrai dans une autre question qui est posée plus tard dans la vidéo. Mais il ne faut pas céder à la mode en voulant reproduire ce que tu as vu ailleurs. Il faut trouver quelque chose qui te convient à toi. Peu importe que ça ait peut-être un look un peu moins sympa, que ce ne soit pas ce qui soit au top de la mode, mais si ça te convient, ben, c'est parfait parce que tu vas rester de longues heures sur ton vélo, des jours durant. Donc si tu as quelque chose qui ne te convient pas, tu vas te fatiguer, tu vas avoir peut-être des douleurs qui vont apparaître. Donc ce qui est important, ben, c'est de trouver quelque chose qui te correspond. Moi par exemple, sur mon vélo j'ai un cintre papillon, donc ce n'est pas un cintre ni plat, ni un cintre de route. Et je l'aime bien ce cintre parce qu'il me permet d'avoir différentes positions en fonction des endroits où je suis. Des fois sur les ascensions, mais je modifie les positions de mes mains et puis ça me soulage plus ou moins le dos, je suis plus ou moins relevé. Donc ça me convient. Par exemple, tu vois, un cintre de route pour faire des longs voyages, moi, je sais que je ne pourrais pas parce que la position ne me conviendrait pas. C'est très personnel. Question de Pierre Ranieri, que penses-tu des vélos gravel? Bon, mais justement, on parlait juste avant des cintres de route. Les vélos gravel, ben, ce sont les vélos un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire des vélos un peu à la façon des vélos de route, c'est-à-dire avec un cintre courbé, avec des pneus par contre plutôt typés cyclocross, des pneus un peu tout-terrain. Et effectivement, depuis quelques temps, peut-être depuis quelques années maintenant, on en voit de plus en plus, c'est très à la mode parce que ben, du coup, on peut à la fois emprunter des chemins, des pistes, des portions urbaines aussi. Et cette mode du gravel, elle est accompagnée aussi du mode du bikepacking, c'est-à-dire le voyage un peu plus minimaliste, un voyage un peu plus léger sans avoir de grosses sacoches. On essaye de partir avec le minimum de choses. Donc écoute, mon opinion, c'est que effectivement, c'est un effet de mode hein, comme toute mode, envahit un peu toutes les images, toutes les vidéos, les réseaux sociaux, on en voit partout. Après, écoute, si ça correspond à certaines personnes qui aiment bien ce type de vélo, pourquoi pas. C'est vrai que le bikepacking, par contre, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que effectivement, ça demande à remettre en cause un petit peu sa façon de voyager, de se poser les questions de qu'est-ce qu'on amène vraiment, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, de partir avec le moins de choses. Donc ça, sur ça, c'est plutôt pas mal. Moi, maintenant que j'ai mon vélo de voyage et que je l'aime bien, que j'y suis attaché, que j'ai les réglages qui me conviennent bien, cette façon de voyager, moi, elle me convient, donc j'ai pas prévu, si tu veux, de changer de vélo. Mais après, écoute, s'il y en a à qui ça convienne, ben, tant mieux. Question de Valmenté. Est-ce qu'en ayant commencé le vélo de route, ça te donne envie de venir faire un brevet? C'est pas une course, c'est pas cher, les parcours sont jolis, mais il y a un délai limite quand même. Alors Valérie, ben oui, oui, comme d'autres, tu as remarqué que j'avais acheté au mois de septembre un vélo de route. Une façon enfin, pas de voyager, mais de faire du vélo différemment, comme je fais de plus en plus de sorties à la journée dans le coin pour m'entretenir un peu. C'est vrai que c'est plus adapté ce vélo de route que le vélo de voyage, qui est bien quelque chose de très lourd, très pâteau, on n'avance pas avec. Donc voilà, ça permet de travailler un petit peu différemment aussi. Et puis c'est vrai qu'on peut faire un peu plus de distance à un minimum de temps. Donc rien que pour ça aussi, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir un vélo de route, c'est complémentaire, on va dire. Après, je sais bien que, un peu comme le gravel tout à l'heure dont on parlait, les courses ultra-distance sont de plus en plus à la mode. Ces courses-là où il y a des centaines, des milliers de kilomètres à parcourir. Bon, ça fait rêver. Moi, c'est pas trop mon truc, déjà parce que c'est l'esprit compétition qui me plaît pas trop. J'ai pas un niveau terrible en plus, donc j'ai pas envie de me confronter à d'autres. Ça m'intéresse pas. Par contre, ce dont tu parles, les brevets, les BRM, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait me tenter.
Et je ne vais pas te cacher d'ailleurs, j'ai regardé les dates des prochains BRM en 2023 en Gironde et parmi ceux-là, j'ai noté la date pour le BRM 200, c'est-à-dire le brevet qui fait les 200 km dans un temps de, je crois, 13h, 13h30, un truc comme ça. Bon voilà, je vais essayer de faire celui de Gironde. Après, en fait, ce que je trouve intéressant là, c'est que comme tu disais, c'est pas une course, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chronomètre au sens, il n'y a pas de classement. Voilà, parce qu'il y a un chronomètre, mais il n'y a pas de classement. Et donc je trouve que ça sera peut-être l'occasion, mais pour moi qui n'ai jamais parcouru les 200 km, j'essaierai de les avoir fait quand même avant. Mais je trouve que c'est peut-être l'occasion de valider en quelque sorte une expérience, tu vois. Ça peut être sympa, effectivement. Alors après, j'espère que c'est pas quelque chose qui se déroule en groupe. Tu vois, que t'as pas comment dire, un peloton non plus. Parce que moi, j'aime bien pédaler seul quand même, ou à deux, tu vois, mais j'aime pas pédaler au sein d'un groupe. J'ai d'ailleurs jamais pédalé vraiment au sein d'un groupe. Euh, donc ouais, je pense que je vais en tenter un en 2023, mais après, je me connais. Et le problème, c'est que quand j'aurai fait celui-là, je vais avoir envie de faire le suivant, le 300, puis le 400, puis machin, machin, machin. Et donc, bon, je ne sais pas où est-ce que je fixerai la limite, mais effectivement, je pense que tu me verras sur celui de 200 km au mois de mars, je crois, au mois d'avril. Question de WixWix 287. Est-ce que de voyager seul, parfois, t'a pesé? Alors, ouais, c'est vrai que tu as remarqué, je voyage quasiment tout le temps tout seul. Les seules fois où je voyage pas seul, c'est quand je suis accompagné de ma femme, généralement l'été, puisqu'on essaie de se faire une petite sortie d'une semaine chaque année. Elle sait que j'aime ça et ça me fait plaisir en venant avec moi. On avait fait le château de la Loire, le tour de Gironde, Amsterdam-Paris ensemble, j'en oublie. Donc ça c'est sympa de faire ça à plusieurs, mais c'est vrai que je préfère en fait voyager seul parce que bon, déjà je suis un peu un ours en fait, on dirait pas comme ça et vous me voyez tout souriant à la caméra, à la vidéo, mais en vrai je suis un peu différent. Moi j'aime bien voilà, prendre du temps pour moi, ça me permet de penser à plein de choses en fait quand je suis tout seul à vélo. Donc je vois pas du tout passer les journées quand je voyage à vélo parce que ben, je passe mon temps à regarder les paysages que je traverse, à me renseigner. Je filme aussi beaucoup, ça ne t'a pas échappé. Donc tout ça, ça m'occupe l'esprit. Puis ça fait du bien aussi, voilà, de se retrouver seul, je trouve. Au final, on croise quand même beaucoup de monde parce que quand on est seul, on se force, ou en tout cas, comment dire, on s'oblige à aller vers les gens, si tu veux. Ça te force à t'ouvrir. Donc du coup, tu vas discuter avec des personnes et du coup, ça devient enrichissant et tu n'es pas tout seul. Après, moi, je ne suis pas de ceux qui utilisent par exemple des écouteurs pour faire passer le temps en mettant de la musique, en écoutant des podcasts. Voilà, moi, à vélo, je suis à l'ancienne, hein, sans tout ça, et je profite de tout ce que je peux voir et entendre. Petite particularité, tu vois, autant en vélo de voyage, quand je pars à découvrir une région, quand je fais 100 km, mettons, dans une journée, ça va me prendre ben, la journée. Je ne vais pas voir le temps passer, mais par contre, quand je fais 100 km avec mon vélo de route, là, ça va me prendre 4 heures, voire moins, en fonction du dénivelé, quand c'est plat. Mais 4 heures de vélo de route, tout seul, ah, mais ça, je trouve ça d'un ennui terrible. C'est pour ça que ça me fait un peu peur là, de partir sur 200 km, parce que 200 km, c'est au bas mot 8h30 au moins, je pense, 9 heures. Et je me dis, mais 9 heures sur un vélo, mais ça va être horrible, épuisant, moralement, tu vois. Bon, c'est pour ça que les différentes pratiques de vélo, c'est vraiment quelque chose, ben, oui, c'est très, très différent, quoi, très hétérogène. Et autant, tu vois, on peut passer toute une journée sur le vélo et ne pas s'ennuyer parce qu'on voyage, autant, tu vois, je peux m'ennuyer sur un vélo de route, alors qu'au final, je ne fais pas plus de distance dans la même journée. De façon générale, quand je pars en voyage à vélo, il n'y a pas un seul jour où je me suis ennuyé. Au contraire, même, je te dirais que les journées, je ne les vois pas passer. Ça passe même trop vite. Question de Gironman tout court. Que penses-tu de l'Eurovélo 6 juste sur la France? Alors, l'Eurovélo 6, je ne la connais pas trop non plus. Bah, c'est l'itinéraire de la Loire à vélo, pour ceux qui ne le savent pas, qui part de Nantes, je crois, au Saint-Brévin, et qui va jusqu'en Roumanie, de mémoire. Alors, elle suit toute la Loire, jusqu'à Nevers à peu près, puis ensuite elle s'en éloigne pour partir vers Mulhouse, je crois, avant d'aller en Allemagne.
Alors sur la partie française, je ne l'ai parcouru cette gloire à vélo, ben, justement avec ma compagne, quand on avait fait un circuit sur tous les châteaux de la Loire. Là. On avait emprunté du coup, je pense, entre Saumur et Chambord. Donc on avait fait Saumur, Chinon, Tours, Blois et Chambord, où là on avait bifurqué. Euh, Écoute, hein, moi je trouve que ces itinéraires qui sont très connus, c'est plutôt quelque chose de bien parce que ça a le don en fait de montrer aux gens que c'est facile. Et donc ça les encourage à se lancer à leur tour. Que ce soit la Loire à vélo, que ce soit la Vélo Odyssée, on voit de plus en plus de monde chaque été parce que ben, ça fait un effet boule de neige. La Loire à vélo, ce qui est pas mal, c'est que ben, déjà c'est tout plat, c'est au bord de la Loire, donc c'est assez facile. On voit pas mal de choses, en tout cas sur le tronçon que j'ai parcouru, tu as beaucoup de châteaux, beaucoup de lieux remarquables en fait, qui ponctuent ton voyage. Donc ben, tu fais pas que du vélo, tu vois, quelqu'un qui n'est pas habitué par exemple, il va pas être, comment dire, il va pas passer sa journée sur le vélo parce que tu vas être obligé en quelque sorte de t'arrêter vu les châteaux par lesquels tu passes, ne serait-ce que pour faire des photos, voire visiter. Donc ça c'est pas mal. C'est aussi très bien signalé, la Loire à vélo, tu as des panneaux partout, une signalisation au sol, c'est impossible de se perdre. Le revêtement de mémoire était assez hétérogène, tu avais de l'enrobé, tu avais des pistes un peu plus caillouteuses, mais ça passait quand même avec un vélo de route, puisque ma compagne a un vélo avec des roues très fines et lisses. Après, l'inconvénient, c'est que c'est des itinéraires qui sont très connus, et donc du coup, l'été, il y a beaucoup de monde. Nous, on était allés au mois d'août, et c'est vrai que sur ce tronçon-là, ben, t'es pas tout seul, hein, t'es pas tout seul, alors t'as beaucoup, en plus, de familles avec des carrioles, tu sais, des remorques avec les enfants dedans. Bon, je vais pas critiquer ça parce que l'été prochain, je serai dans ce cas-là avec une remorque. Mais donc voilà, c'est vrai que si tu cherches le calme, la tranquillité, c'est peut-être pas la piste cyclable sur laquelle il te faut te lancer. Mais en tout cas, je pense que c'est une voie qui est quand même à faire. En plus, en plus de la signalisation, tu as d'autres choses qui sont mises en place, notamment par la région. Ils ont compris que cet itinéraire cyclable était très fréquenté et du coup, ils ont adapté des trains à des TER où ils ont neutralisé des wagons entiers pour pouvoir n'y mettre que des vélos. Donc je crois que chaque train peut prendre jusqu'à 85 vélos, plus de 80 vélos en tout cas, juste l'été pendant la période estivale. Donc ça, voilà, ça encourage encore plus les gens à voyager à vélo et je trouve que c'est pas mal. Question de projet Vélo Odyssée. Arrives-tu à transporter tout ton matériel nécessaire? Alors, la question de qu'est-ce qu'on doit amener, c'est une question importante parce qu'évidemment, si on prend tout ce dont on a envie, tout ce qui peut nous rassurer, ben, au final, on ne part pas parce que ça va nous faire des dizaines et des dizaines de kilos. Sur un vélo de voyage, tu as vu, j'ai un porte-bagages à l'avant, un porte-bagages à l'arrière, donc tu peux mettre deux sacoches devant, deux sacoches derrière, un rack-pack, la sacoche guidon. Enfin, tu peux mettre quand même un volume assez important, mais il ne faut pas oublier que tout ce que tu vas amener dans ces sacoches, ben, c'est toi qui vas devoir le trimballer. Tout le poids, ben, c'est tes mollets qui vont devoir forcer pour te faire avancer. Donc, en fait, c'est marrant, mais plus le temps passe, plus j'enchaîne les voyages et moins je remplis mes sacoches. Euh, des fois, pour quelques jours, je vais partir avec un ou deux t-shirts. Je vais prendre rien du tout parce que quand tu voyages en France, par exemple, ou je pense de manière générale en Europe, ben, tout ce dont tu as besoin, tu vas le trouver sur ton chemin. Alors bien sûr, je ne te dis pas qu'il te faut tout acheter au fur et à mesure, mais ça ne sert à rien de partir avec 3 paquets de pâtes, avec 2 bouteilles de shampoing, avec une bouteille d'huile d'olive, une pharmacie ambulante, une trousse à outils. Tu vois, tu as un minimum de choses, bien évidemment, à emporter avec toi, que ce soit pour manger, que ce soit pour se faire la cuisine, pour la toilette, pour les habits. Mais après, si tu ne prends en compte réellement ce dont tu as besoin au sens très simple du terme, ben, tu te rends compte que tu as quelque chose d'essentiel qui peut suffire. Donc oui, moi j'ai toujours réussi à amener ce dont j'avais besoin et pour te dire, c'est très rare que je parte avec mes sacoches avant, voire jamais, parce que tout rentre dans mes sacoches arrière, voire avec le rack-pack, quand je prends la tente, le sac de couchage et ce qu'il faut pour camper, mais et j'ajouterais en plus que dans mes sacoches, j'ai le matériel pour filmer. Donc j'ai le drone, j'ai le trépied, tu vois, j'ai la caméra, l'appareil photo, les chargeurs, les batteries. Donc tu vois, malgré ça, 2 sacoches, ça me suffit, voire un rack-pack, tu vois. Donc à mon avis, ne te fais pas de soucis pour ça. Et étale bien toutes tes affaires par terre avant de partir.
Et pose-toi la question, est-ce que ça, j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça, j'en ai besoin ou est-ce que je le prends au cas où parce que ça me rassure? Tous les trucs que tu dois prendre au cas où, tu les laisses à côté. Tous les trucs que tu te dis, je le prends si jamais il m'arrive ça. Bon, ben, si jamais il t'arrive ça, si tu es en France, tu fais quelques kilomètres suivants, tu vas arriver à un village, une ville, et tu pourras aller le chercher, voire même te le faire prêter ou on te rendra un service. Donc ça ne sert à rien d'acheter ou de trimballer des choses qui ne te serviront peut-être pas. Tu vois. Question de Colin Macré, 16. Ce que j'aime le plus à vélo, c'est de découvrir une petite route, un chemin que je ne connais pas. Est-ce que ça te fait le même effet lors de tes voyages? Ben, bien sûr que ça me fait le même effet parce que quand tu as tracé un itinéraire, que tu te l'imagines et que au final tu dois en sortir pour passer dans un endroit imprévu, ben, c'est toujours là, en principe, qui t'arrive les plus belles choses. Tu vas passer par un hameau, par quelque chose qui n'était pas prévu, et tu vas découvrir un lieu incroyable. En fait, c'est aussi pour ça, je ne vais pas te mentir, que je n'utilisais pas de GPS quand je pars en voyage à vélo, mais plutôt une carte sur mon porte-carte qui est sur la sacoche guidon. Pourquoi? Parce que la carte, en fait, elle a l'avantage d'avoir effectivement l'itinéraire que j'ai colorié, mais elle montre aussi toutes les routes et les chemins environnants. Donc si jamais j'ai envie de m'écarter, tu vois, je peux m'écarter tout en suivant un cap, mais au moins je peux aller un peu au gré de mes envies. Tandis que sur une trace GPS, si on te dit tourner à droite, ben, tu tournes à droite parce que ben, tu ne sais pas où tu vas aller si tu tournes à gauche. Donc oui, effectivement, et même je te conseille en fait d'aller te perdre dans des endroits parce qu'en principe, tu vas découvrir des belles choses. Et en fait, ça c'est bien, effectivement, de découvrir des endroits insoupçonnés, mais tu as plein de choses qui sont top à vélo. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est les odeurs et les bruits. Quand tu passes à côté d'une ferme, dans un bois, tu as toujours ces odeurs. Si tu étais en voiture, tu ne les sentirais pas, tu passerais comme ça. Alors qu'en vélo, ben, tu vas entendre, tu vas sentir, tu vas entendre les oiseaux qui chantent, l'eau là, d'une cascade, un moulin. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui fait le charme du voyage à vélo, tu vois. Donc, ouais, ça, je pense que ça fait le même effet à tout le monde, en fait. Question de Katia. Hello Gaëtan, perso, j'aimerais beaucoup découvrir comment tu procèdes pour créer tes vidéos, de l'idée au script, en passant par les plans, le montage, les cuts, bref, les coulisses. Alors, Katia, bon, mais pour te répondre, c'est un peu difficile à cette question parce que, en fait, bon, ben déjà, je suis un amateur, hein. Je ne suis pas du tout un pro de la vidéo. J'ai appris les choses tout seul, donc je fais ça vraiment de ma façon. Et à mon avis, il y aurait plein de choses à améliorer. Néanmoins, c'est vrai que plus le temps passe et plus j'essaie de m'améliorer, je prends des automatismes et puis je fais des petits trucs différemment à chaque fois. Et comme tu disais, alors quand on voit la vidéo sur YouTube, les plans s'enchaînent, il y a une fluidité, on a l'impression que c'est tout naturel, mais effectivement, il y a quand même un travail derrière. En fait, vous l'avez remarqué, mais quand je propose une vidéo d'un itinéraire, d'une véloroute, c'est pas le récit de mon voyage au sens, c'est pas les souvenirs, tu vois, je me prends pas en photo devant un monument en disant, ben voilà, ça c'est moi ici, ça c'est moi là. J'essaye de raconter une histoire pour amener le spectateur avec moi, pour lui faire découvrir une région. C'est pour ça que j'essaye toujours de faire un effort pour avoir une narration, pour expliquer un peu les endroits dans lesquels je passe, les particularités. Voilà, j'essaie d'amener quelques explications pour agrémenter les images. Et donc ça, j'essaye effectivement de repérer un petit peu en amont. Alors j'écris pas un script, hein, mais j'essaye quand même de tracer une ligne directrice. J'essaye d'imaginer qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à la caméra. Après, ça peut être une histoire qui est basée sur, je sais pas, par exemple, les vieilles pierres ou quelque chose sur les rencontres pour le chemin de Compostelle, tu vois. Donc j'essaye de me dire, ah ouais, bon, pour cette vidéo, il faudrait que je m'arrête à essayer de demander à des gens qu'est-ce qu'ils en pensent sur telle chose, sur telle chose. Donc, je me note quelques idées comme ça, mais après, c'est au fur et à mesure en fait, du voyage que les choses se dessinent toutes seules. On ne peut pas prévoir une rencontre, par exemple, tu vois. Donc après, pendant le voyage, je fais plein de plans. Au fur et à mesure, maintenant, j'arrive à prendre des automatismes pour limiter un peu mon nombre d'arrêts ou la façon de filmer, tu vois. J'arrive à avoir quelques petits trucs et astuces.
Donc je me filme. La clé en fait pour mes vidéos, c'est de varier les plans, c'est de ne pas toujours me voir à vélo, pas toujours me voir passer, pas toujours parler. Donc j'essaie de faire des plans différents. C'est pour ça que le drone c'est assez sympa parce que ça t'offre une vue aérienne. Tu vois, je filme des vues avec l'appareil photo, plus ou moins zoomées, des vues un petit peu plus dynamiques, des vues du vélo, enfin, tout ça. C'est quelque chose qui fait que la vidéo va être un peu plus vivante. Après, quand j'arrive à la maison, ben là, je dérush tout sur l'ordinateur, c'est-à-dire que je décharge toutes les cartes mémoire sur l'ordi. Là, j'ai un flot incroyable de données qu'il faut trier. Et ensuite, ben, il faut assembler ça pour le monter et faire les vidéos. Donc ça, je le fais sur l'ordinateur, sur Final Cut Pro. Et ça, bien sûr, ça se fait. Alors, je ne mets pas tous mes rushs les uns à la suite des autres, hein, ça se fait en fonction de l'histoire que je vais raconter. Donc, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de vidéos que j'ai filmées qui ne me servent pas, même si j'essaye de les limiter au final, parce que ça me prend du temps à filmer quand je suis en voyage. Mais après, je ne peux pas tout montrer non plus dans la vidéo. Je ne peux pas montrer l'entièreté d'une véloroute. Toi, j'essaie de montrer les moments soit les plus sympas, soit ceux qui s'inscrivent le mieux dans l'histoire que je veux raconter. Donc voilà, la narration, elle se fait en même temps que la vidéo parce que forcément, je cale mes images en fonction de ce que je raconte. Et inversement, en fait, c'est quelque chose, tout ça c'est très lié au final. Ça me prend pas mal de temps. Pour te donner une idée, je crois que pour le chemin de Compostelle, à vélo, je crois que j'avais mis 60 heures de montage pour le film qui dure 1h20. Tu vois, donc ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Maintenant, j'en mets un peu moins de temps. C'est vrai que pour les vidéos qui durent un quart d'heure, 20 minutes, bon, j'arrive à aller assez vite. Ça prend quand même du temps, hein. Je ne fais pas ça dans la matinée. Ce qui prend du temps aussi, c'est les sous-titres. J'essaye d'apporter ça pour les vidéos de voyage parce qu'il y a des gens qui sont malentendants qui peuvent être intéressés par ça. Donc j'essaie de les inclure au voyage. Je sous-titre aussi en anglais pour pourquoi pas essayer de donner envie à des personnes qui ne sont pas en France. Donc ça prend un peu de temps. Je n'utilise pas des sous-titres automatiques, hein, je les fais moi-même. Après, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Faut vraiment avoir envie de faire des vidéos de voyage parce que c'est quelque chose qui est très chronophage. D'ailleurs, quand je pars en voyage avec ma compagne, ça la saoule, mais grave. Parce qu'effectivement, tu t'arrêtes tout le temps en fait, hein. Tu vois un truc, tu te dis, ah, je vais filmer, alors je vais me filmer dans ce sens, je vais passer dans l'autre, donc il faut sortir le trépied, le poser, le régler, machin. Quand je suis tout seul, c'est vrai que je me rends pas trop compte, et puis comme ça me plaît, ben, c'est pas trop un fardeau, mais quand je suis avec quelqu'un, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Question de Luc Le Moing. Bonjour Gaëtan, l'autonomie électrique en voyage à vélo, comment procèdes-tu? Alors ouais, effectivement, c'est un sujet important, surtout pour moi qui filme mes voyages à vélo, donc j'ai souvent besoin de recharger mes batteries pour la GoPro, l'appareil, le drone, le téléphone. Bon, de toute façon, tout le monde a besoin de recharger quelque chose durant un voyage à vélo. Alors, pour recharger, tu as différentes façons. La plus simple, c'est de se brancher une prise électrique, tout simplement. Ça va être la solution la plus efficace, la plus rapide et la moins chère. Mais encore, faut-il en trouver des prises électriques? Des prises électriques, tu en as partout. Je dis une bêtise, mais tu vas t'arrêter boire un café dans un bistrot, branche ton chargeur, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, ben c'est toujours ça de prix. Après, tu peux brancher ça aussi le soir au camping. Que ce soit au sanitaire, que ce soit aux bornes qui sont à côté de ton emplacement. Si tu n'as pas pris le forfait électricité, ce que je ne prends jamais moi non plus, tu peux toujours aller demander à un camping-car par exemple qui est à côté ou quelqu'un qui a une multiprise, si tu peux venir y brancher ton téléphone, généralement un petit sourire, demande ça poliment et c'est accepté. Après, si tu veux partir dans des contrées vraiment plus lointaines où c'est plus compliqué d'avoir accès à l'électricité, là effectivement tu vas vraiment devoir te poser la question de l'autonomie. Pour ça, tu peux utiliser, alors tu peux prendre ça aussi en France bien sûr, tu peux utiliser des batteries portables, des powerbanks, qui vont te permettre de recharger tes appareils sans être branché sur le réseau. Bon, ça a une limite, c'est qu'il va falloir quand même elles-mêmes, ces batteries, les recharger de temps en temps. Après, tu vas pouvoir aussi produire ton électricité. Alors ça, par deux moyens. Le premier, tu as la possibilité de brancher sur ta roue avant. Tu as la possibilité d'avoir un moyeu, en fait, un moyeu dynamo.
sur ta roue qui va produire de l'électricité et que tu vas pouvoir récupérer. Alors, tu as un petit boîtier là, à mettre en place pour pouvoir récupérer cette énergie-là, parce qu'en principe, ton moyeu, il te sert à alimenter tes feux avant et arrière, et tu peux faire une dérivation pour te servir de cette électricité générée pour, par exemple, y brancher ta batterie portable. Alors ça, j'en avais une au début, j'ai essayé, sauf qu'en fait, c'est quand même très très lent, hein, il ne faut pas se mentir, c'est un ampérage, enfin une tension et un ampérage qui sont assez faibles, donc ça va très très doucement, mais c'est quand même toujours ça, c'est mieux que rien, voilà, on va dire. Après, moi pour te dire, je l'ai enlevé en fait, ce boîtier du Mon Vélo, parce que clairement, je me suis aperçu que je n'avais pas l'utilité, quoi, hein. Après, tu as l'autre solution, c'est celle du panneau solaire que tu peux mettre sur ton porte-bagages arrière. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne va pas aller très vite. Le panneau solaire, bon, ça va pouvoir s'abîmer aussi, c'est un peu sensible à l'eau, même si tu en as qui sont quand même assez étanches. Moi, celui que j'ai, panneau solaire, à vrai dire, je ne m'en sers pas à vélo, je m'en sers quand je fais des petits trucs en canoë, comme quand j'avais descendu à Garonne, par exemple, en kayak. Là, effectivement, tu le mets derrière, tu branches ta batterie, tu l'oublies, et puis le soir, au moins, tu as ton truc qui est chargé. Mais c'est pareil, il faut quand même que ça soit assez long pour que ça te recharge un appareil. En plus, tu es vraiment obligé de passer par une batterie tampon parce que ça a des tensions variables, ça fait que fluctuer. Chaque fois que tu passes sous des branches, qu'il y a des nuages, tout ça, ça varie, donc c'est pas stable et ça prend du temps. Donc, voilà, ça c'est deux solutions qui peuvent te permettre d'être autonome en électricité, mais il faut vraiment que tu sois dans des pays très éloignés, parce que si tu es en Europe, si tu es en France, trouver une prise électrique, c'est pas compliqué, et c'est ce qui te permettra vraiment de recharger très facilement et rapidement. Question de Valmenté encore. Un autre livre, un projet? Alors Valérie, tu fais référence au livre que j'avais écrit cette année, Compostelle à vélo, qui était un carnet de voyage et toute une partie retour d'expérience. C'était un livre alors c'était le premier livre que j'ai écrit tout seul. C'est quand même vraiment du boulot en fait, hein, d'écrire un livre. Faut le vouloir, il y a une vraie démarche dans ça. Ça prend énormément de temps. Et puis en fait, faut avoir quelque chose à dire. C'est-à-dire que là, ce voyage, il était vraiment tellement particulier sous plein d'aspects que ça me faisait plaisir, si tu veux, de le partager sous une forme différente que les vidéos. J'ai fait le film de ce voyage-là, mais j'avais envie de le partager à d'autres personnes qui n'avaient pas vu le film. Et puis des fois, tu sais, c'est comme quand tu vois un film, des fois c'est basé sur le livre, des fois tu préfères le livre, des fois tu préfères le film, et tu trouves des choses dans l'un que tu n'as pas dans l'autre. Donc j'ai fait ce livre-là, ça m'a fait plaisir, et je ne pense pas remettre le couvert, parce que tout simplement, j'ai pas de sujet qui s'y prête. Bon, là, c'est pas prévu dans l'immédiat. Par contre, tu vois, je me posais la question de savoir si je faisais une sorte alors, c'est pas du tout dans les tuyaux, mais de sorte de petite formation, par exemple, tu vois, pour les tout débutants, pour les néophytes, comment faire son premier voyage à vélo, par exemple, tu vois, en donnant un peu les bases du voyage à vélo, du matériel, des vêtements, de la boisson, voilà, du vélo, des sacoches, un peu de tout, comment on fait un itinéraire. Quelque chose de pas trop compliqué, mais qui permettrait de donner un petit peu les bases. Alors, je sais pas. Déjà, ça dépendra du temps que j'ai dispo, et peut-être que je profiterai de ce temps-là pour faire autre chose plutôt que ça. Donc, c'est pas prévu, tu vois, pour l'instant. Question de Zizou du 34. Combien ça te rapporte la publicité? Ça fait quel effet de gagner de l'argent sans travailler? Ça gagne bien, on dirait, youtubeur. Je sais bien que tu n'oseras pas répondre à ma question, frérot. Ah oui, pardon, mais bon, elle est assez marrante ta question en fait. Bon, et je fais exprès de la mettre du coup parce que justement tu me tends la perche en disant que j'oserais pas y répondre. Alors en fait, tu vois, elle fait référence, j'imagine, à ta question. Il y a quelque temps, j'avais proposé, soumis l'idée de faire une vidéo en fait de qu'est-ce que justement ça me rapportait cette chaîne YouTube ou ces réseaux sociaux, le fait de me mettre en avant et de partager toutes ces vidéos. Parce qu'en fait, j'avais fait un petit sondage et il y avait pas mal de gens qui pensaient que je vivais de ça, que la publicité, ça me rapportait, je sais pas, de l'argent, et que oui, tu dis que c'est mon travail. Alors, en fait, je vais...
Bon, ben, du coup, tu m'as convaincu de faire cette vidéo. Je vais la tourner en suivant, je pense. Et je vais vous mettre tout à plat. Je vais être transparent totalement avec vous et vous dire qu'est-ce que ça rapporte. Alors, entre guillemets, tu sais, comme on dit, entre guillemets, parce que ça rapporte rien. Ça ne rapporte rien, ça coûte même. En fait, quand tu dis ça rapporte, tu fais référence à ce que tu peux avoir comme rentrée, mais il faut mettre en rapport en même temps les sorties. Parce que quand tu voyages à vélo, ben, tu as déjà, tu as l'achat de tout le matériel, tu as l'achat de ce que tu as mangé, des billets de train pour aller, partir, tu as l'achat de ce que tu vas manger, enfin bref, tu as quand même pas mal de dépenses, il faut pas se le cacher. Et ce qui peut rentrer, ben, c'est très faible parce que moi, par exemple, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de sponsor. Les seules rentrées d'argent, entre guillemets, c'est la monétisation de la chaîne YouTube. Alors, tu vas être sans doute déçu, mais YouTube, là, aujourd'hui, vous êtes déjà 5000 à me suivre, et c'est déjà super, moi, je trouve. Et YouTube, ça me rapporte 1,40 €, 1,50 € par jour. Tu vois, donc, allez, on va dire 45 €, allez, 50 €, vraiment, j'arrondis, par mois. Donc, si avec 50 € par mois, tu arrives à vivre, ben écoute, lance-toi dans ça, fais des vidéos, partage-les et fais-en ton travail. Donc évidemment que c'est pas mon travail, hein, faire des vidéos, c'est mon passe-temps, je fais ça parce que ça me plaît et en fait je le fais pas du tout dans un but de gagner des sous, sinon ça serait peine perdue. Et d'ailleurs, ouais, je pense qu'il faut pas se lancer dans ça si c'est l'objectif, hein, vivre de cette passion. Alors évidemment, hein, ça fait rêver de vivre de ce qu'on aime, mais malheureusement, je pense que mon banquier ne sera pas d'accord si je dis que j'arrête totalement de travailler et que je vais me lancer dans le voyage à vélo. Je t'encourage à regarder du coup la prochaine vidéo et tu en seras totalement convaincu. Question de Colline Macré 16. Quelle est la différence entre le bon voyageur à vélo et le mauvais voyageur à vélo? Là, tu nous fais une question comme les inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Bah, en fait, ouais, difficile comme question parce que en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais voyageurs à vélo. Ouais. Moi, j'aime bien dire que la meilleure façon de voyager, en fait, c'est celle qui te convient. C'est-à-dire que, tu vois, il y en a certains pour qui voyager à vélo, ça veut forcément dire faire du bivouac, voyager en mode nature de l'extrême, tu vois. Et du coup, il y en a certains qui vont pas se lancer à cause de ça. Mais en fait, tu peux très bien faire un voyage à vélo et aller dormir tous les soirs à l'hôtel. C'est simplement le budget qui va pas être le même, mais au final, tu auras quand même fait un voyage à vélo. Donc, ma façon de voyager, moi, tu vois, c'est pas la meilleure, c'est pas la mieux, c'est voilà, moi, c'est ce que j'aime bien faire. C'est pour ça que des fois, quand je vais faire un itinéraire cyclable en plein hiver, je prends pas la tente, je vais m'héberger le soir dans des Airbnb au chaud. Mais voilà, ça a un coût un peu plus élevé, bien sûr, mais voilà, c'est mon choix. Donc, tu vois, je pense pas qu'il y ait de bons et de mauvais voyageurs à vélo. Chacun fait comme il veut et au contraire, c'est cette multitude de façons de voyager qui fait que chacun peut aller piocher des infos, des conseils ça et là. Et du coup, ben, tu peux voyager après à ta propre façon. Question de projet Vélodyssée. Comment fais-tu pour choisir ton matériel? Bonne question, projet Vélodyssée. Ben, en fait, c'est vrai que à la base, hein, quand tu commences, tu sais pas. Tu sais pas ce dont tu as besoin, tu sais pas quel matériel il te faut, quelle qualité, quel type. Donc, ben, il faut se renseigner. Il faut se renseigner et pour ça, ben, tu as plusieurs façons hein, pour trouver des infos. Ben, tu as des revues spécialisées, tu as des sites internet, des blogs, des vidéos. Voilà, tu peux aller voir aussi des vidéos sur des chaînes comme la mienne, par exemple, où c'est pas forcément le meilleur matériel ou celui dont tu auras besoin, mais ça va te faire connaître une certaine façon de voyager avec un matériel en particulier, et du coup, tu vas pouvoir te dire, ah ouais, ben ça j'en aurais peut-être besoin, ou au contraire, ça, non mais ça, c'est sûr que j'en aurais pas du tout utilité, donc c'est pas pour moi. Par exemple, moi, j'ai fait pareil, il y a des voyageurs à vélo que je suis, dont un couple allemand, par exemple, là, qui voyage depuis quelques années, et ma veste rouge là, que vous voyez sur toutes mes vidéos, ben, c'est sur ces vidéos-là que je l'ai trouvé. Le mec portait cette veste-là, et je le voyais en fait sur ces vidéos, la porter, qu'il pleuve, qu'il fasse froid avec du vent, il faisait chaud des fois, il la mettait tout le temps. Je me disais, putain, elle doit être particulière cette veste quand même. Et je suis allé l'essayer du coup en boutique, et puis je me suis aperçu qu'effectivement elle était pas mal.
Donc je l'ai acheté, tu vois. Je me suis fait un peu influencer aussi, comme certains pourraient dire. Mais moi, je préfère dire que du coup, j'ai trouvé l'info et je suis allé me renseigner pour voir si ça me convenait. Ce qui est important, je pense, projet Vélodyssée, c'est que tu trouves les choses qui sont vraiment adaptées à ce dont tu as besoin. Et parce que en fait, tu vas forcément avoir envie ou voir des choses qui sont très chères, qui sont au-dessus de tes moyens, au-dessus de même de ce que tu aurais besoin. Et par exemple, quand tu vas acheter une voiture, ben, peut-être que tu as envie de t'acheter une Porsche, mais en fait, finalement, tu vas avoir besoin que d'une Renault, ou tu pourras te payer qu'une Renault. Donc, sans vouloir critiquer Renault, oui, bien sûr. Mais voilà, en fait, ça sert à rien de vouloir toujours acheter le mieux, le meilleur. Des fois, des choses toutes simples peuvent suffire. Ce qui est important, en tout cas, c'est d'aller se rendre compte, je trouve, des matériaux ou des équipements en magasin pour toucher, pour voir comment on voit la chose. Et peut-être même qu'à ce moment-là, on aura des vendeurs ou des conseillers qui vont nous donner des infos utiles pour orienter notre choix. Et quoi qu'il en soit, t'as des équipements que tu seras obligé d'aller essayer. Des vêtements, par exemple, une selle, un guidon, il faut aller essayer pour ressentir la chose. Tu peux acheter neuf, mais tu peux aussi acheter d'occasion, reconditionné, voilà, des équipements de seconde main. Ça peut te permettre de faire quelques économies, voire de trouver du matériel de meilleure qualité, un peu moins cher que si tu l'avais acheté neuf. Donc du coup, tu vois, tu peux t'équiper de différentes façons. Mais encore une fois, voilà, je t'encourage à acheter les choses au fur et à mesure en fait de tes voyages parce que si tu achètes tout d'un coup, peut-être que tu auras l'impression que tu es tout équipé et au final tu t'apercevras qu'il y a certains trucs ben, que tu vas pas te servir. Moi, si j'étais toi, je prendrais vraiment l'essentiel, j'essaierais d'aller voyager un peu, et puis là, tu te rendras compte peut-être qu'il y a quelque chose qui te manque, ou au contraire, que quelque chose que tu as pris, ben, finalement, tu t'en sers pas. Donc, voilà, voyage à ta façon, essaye de prendre des infos sur Internet, et pourquoi pas, tu vois, moi, j'essaye de mettre un point d'honneur vraiment à répondre aux questions de toutes les personnes qui me contactent, donc, essaye de rentrer en contact avec des gens avec des voyageurs que tu as pu voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et demande-leur des conseils, peut-être qu'eux aussi ils pourront t'orienter et te donner des infos. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu, c'est toi qui as posé les questions, j'espère y avoir répondu. N'hésite pas à me poser d'autres questions pour les prochaines vidéos foire aux questions, écris-moi ça en commentaire, j'espère que les vidéos t'ont plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like. Fais tourner un petit peu cette chaîne Cyclo Voyage à tes amis, montre-leur, peut-être que ça leur plaira et fais-les rejoindre cette communauté de Cyclo Voyage avec Gaëtan pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Allez, bonne journée à toi, on se retrouve très bientôt. Salut!